Dites-moi les développeurs là, sur le dernier rapport de l'intégration continue, il y a encore plein de tests auto là qui sont en échec. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Ah, faut que vous investiguiez. Encore? Mais à chaque fois, faut que vous investiguiez. Vous savez pas pourquoi? Non, faut que vous regardiez. Mais c'est vrai, ça. Pourquoi un test auto ça échoue? Qu'est-ce que ça veut dire un test en échec? Dans cette vidéo, nous allons compléter la précédente vidéo sur la stratégie de test en expliquant des subtilités importantes des tests de non-régression automatisés afin que justement vous puissiez comprendre pourquoi un test ça échoue. Petit message très rapide avant la vidéo, 10 000 abonnés, Scrum Life a plus de 10 000 abonnés, c'est assez incroyable quand on y pense. Évidemment, ça, c'est grâce à vous, grâce aux abonnés justement. D'ailleurs, si vous appréciez Scrum Life et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mais vous pouvez aussi nous soutenir d'autres manières. Regardez sous la vidéo, vous verrez peut-être, il y a une boutique, on a pu activer une boutique. Donc si vous aimez Scrum Life, vous pouvez l'afficher ouvertement à la terre entière, par exemple avec un t-shirt Scrum Life. On va rajouter d'autres designs par la suite. On commence petit, vous connaissez l'histoire. Quand un test échoue, il nous dit juste que le produit ne fait pas ce qu'on pensait qu'il ferait. Très bien, on a une différence. Et là, il faut creuser, comprendre pourquoi. C'est la fameuse investigation. Il y a plusieurs réponses possibles à ça. Ça peut être effectivement une régression. On s'est raté, on a cassé quelque chose, il faut le réparer. Mais ça peut aussi être le comportement produit a changé. On a fait une nouvelle fonctionnalité, donc on a fait évoluer le comportement du produit. Et parfois, il y a des impacts produits qu'on n'a pas anticipés. Et donc, il y a d'autres tests qui se retrouvent être impactés par ricochet. Et là, la question, c'est comment on sait? Est-ce qu'on s'est raté? On a fait une régression? Ou est-ce qu'en fait, c'est un impact produit qu'on n'a pas anticipé? Et là, justement, j'ai envie de faire une différence entre ce qui est technique et métier. Et selon la personne nécessaire pour répondre à cette question, qui est donc lorsqu'un test échoue, pourquoi? Est-ce que c'est une régression ou est-ce que c'est un changement de fonctionnel? Et bien là, ça nous fait dire, soit c'est lié à un requirement technique, et c'est une personne technique qui va pouvoir répondre, donc c'est un test technique qu'on veut, soit c'est un requirement métier. Et là, du coup, ce qu'on voudrait, c'est un test métier. Si le test est technique, un développeur doit pouvoir y répondre. Si c'est une exigence métier, il faut quelqu'un qui ait cette maîtrise-là. Peut-être que le développeur l'a, mais peut-être pas. Et là, il faut peut-être se tourner vers d'autres personnes, des experts métiers. Sauf que, pour qu'il puisse répondre l'expert métier, il faut qu'il comprenne la question. La question, c'est un test qui échoue. Donc il faut qu'il puisse comprendre ce test. Et c'est bien pour ça qu'on introduit des outils comme Cucumber et compagnie, pour écrire des tests sous forme de spécifications en langage pseudo-naturel. Le fameux Gherkin, given, when, then. Donc effectivement, d'un côté, c'est des contraintes techniques, c'est des développeurs, autant écrire avec du code et utiliser des outils génériques de développeurs, autant que de l'autre, pour réussir à impliquer dans la démarche les experts métiers, c'est là qu'on va vouloir exprimer le test en langage pseudo-naturel et qu'on va commencer à utiliser des outils spécifiques, type Cucumber et compagnie. Ah oui, là, le test échoue, là, il y a eu un changement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout cassé? J'ai un doute quand même, attends. Parce que nous, on a touché à quoi? On a touché au login. Ah ouais, et du coup, les users, il y a un impact quand même, non? Je vais peut-être aller voir l'expert métier pour lui demander. Ah ouais, il y a un test qui a changé, vas-y, montre-moi. Ah ouais, non, là, ça, c'est une régression, ça. Ouais, je sais, je vois ce que tu veux dire. On a touché au login, du coup, ça impacte les utilisateurs. Mais il y a d'autres subtilités là-dedans. Attends, viens, on va à un tableau blanc, je vais t'expliquer. Alors, il y a quand même une troisième possibilité qui peut expliquer qu'un test automatique de non-régression soit un échec. L'erreur n'est ni dans le cas de test, ni dans le code testé, mais dans ce qui est entre les deux, dans l'outillage de test. Une manière de le dire, ce serait que le test plante. Qu'est-ce qui a pu se passer derrière quand ça arrive? Par exemple, on a changé d'outil, au sens large. Tout l'outillage, on a changé des choses et ça impacte des tests. Alors qu'on n'a pas touché ni au code test, ni au code testé. Parfois aussi, peut-être qu'on a touché au code de production, le code qu'on teste, mais elle n'est pas vraiment là l'erreur. Le comportement de ce code de production, il est toujours le bon. Sauf qu'on a changé des petites choses qui vont impacter l'outillage de test, et là, c'est cassé. Un exemple classique, ça serait si vous avez une appli web, vous changez des ID ou des ID disparaissent, et du coup, même si la page, elle n'a pas vraiment changé, même s'il y a toujours les mêmes concepts fonctionnels dedans, techniquement, on n'arrive pas à retrouver ce qu'on trouvait avant.
Ça peut être aussi des changements dans l'environnement de test. Voilà, les serveurs sont peut-être devenus plus véloces, ça change les tempos. Ou au contraire, il y en a moins. On a touché aux bases de données, il y a des données en plus qui n'étaient pas là avant. Ça peut être plein de choses qui font que ça marche pas. Alors qu'on n'a pas touché au cas de test qui trace le bon fonctionnel et au code de production qui a le bon comportement. Bon, il y a aussi autre chose dont il faut qu'on parle rapidement, c'est les tests un peu écrits avec les pieds, si j'ose dire. Et là, en général, ça va être des tests qui vont avoir un comportement aléatoire. Donc souvent, ils fonctionnent, mais de temps en temps, ils marchent pas. Là, en général, le problème, effectivement, il est dans la manière dont on a implémenté le test, la partie vraiment mécanique, cet outillage. Bref, quand ça arrive, on ne sait pas si le test il fonctionne ou pas. On est dans le flou et il va falloir investiguer pour comprendre ce qui se passe et débugger. Bon, attends, là. Là, bon, l'énoncé du test... Ouais, non, je pense que c'est le bon, sauf si vraiment je me suis planté, mais non, c'est ça. C'est bien ce qu'on veut. En plus, quand je regarde par rapport aux versions précédentes, le fonctionnel, de toute façon, il n'a pas changé. Le code testé, quand je le regarde, ça correspond au test, Ça fait ce qu'on veut, puis même quand on le lance, on voit bien, c'est nickel, c'est bien ce qu'on veut. Mais de temps en temps, le test échoue. C'est pas pourquoi, Du coup, qu'est-ce que c'est? La nuit va être longue. Est-ce que par hasard, vous auriez déjà entendu cette phrase? Franchement, on a une super couverture de tests sur ce logiciel. Là, tu vois, j'ai quelques tests de bout en bout. Ils me valident toute l'application. Pour moi, c'est bon. Je veux dire, de toute façon, là, toutes ces subtilités là en bas dans la machinerie, je les teste indirectement avec mon test de bout en bout. Donc, c'est bon, quoi. Oh là là, non, Penser comme ça, c'est exactement tout l'inverse d'une bonne stratégie de test. Pourquoi ça? Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un de ces gros tests très rassurants, justement, échoue? Oh, voilà, le test a encore échoué. Où est-ce qu'on aurait changé des choses entre-temps? Voilà, quoi, c'est toujours la même chose. Dès que ces tests ils échouent, on est parti pour 3 jours d'investigation. Franchement, il a l'air de marcher. Quand je le lance, il marche nickel. Pour moi, c'est bon, chez le test... Je vire le test. Là, ce qu'on voit bien, c'est que quand on a un gros test qui est en échec, si on a aussi plein de petits tests qui vont tester les composants, les types tests unitaires, tests d'intégration, qui vont vérifier déjà pas mal de petits bouts, le jour où le test de bout en bout il échoue, on a déjà plein de petits coupables potentiels qu'on peut déjà pousser, peut se dire non, ça marche, ça marche, ça marche. Donc déjà, l'investigation, elle va aller beaucoup plus vite. Et même lorsqu'il va falloir creuser dans la partie entre ces plus petits tests, même ça, en fait, d'avoir tous ces autres tests, on va avoir déjà plein d'outils, une trousse à outils remplie pour tester plein d'autres choses et mener le reste de l'investigation. Et donc d'avoir vraiment une suite de tests qui vérifient individuellement les composants et comment ces composants ils s'intègrent avant de faire un test de bout en bout, ça change vraiment la donne. Avec notamment ce cas de figure où on a des problèmes dans l'outillage qui sont traditionnellement assez galères à investiguer, à débugger et à bien comprendre. Si vous n'avez pas ça, ça va être toujours le même scénario. Une investigation, c'est galère, c'est long, c'est coûteux, et finalement, on remet en question la pertinence du test qui coûte cher pour pas grand-chose, et on le vire. Donc vraiment, en 2 mots, il faut toujours commencer par les tests de bas niveau, les tests unitaires, les tests d'intégration. Ne commencez pas par vous lancer dans des tests compliqués, des tests système, des tests de bout en bout. Oui, il les faut pour que votre stratégie de test elle soit complète et bien rassurante, mais après, c'est surtout pas par là qu'il faut commencer. Sinon, ça va pas manquer, vous allez avoir des tests qui vont être trop chers à maintenir, et ça va remettre en question toute l'approche de test automatisé. Et finalement, peut-être que ça va nous amener à avoir une certaine redondance entre ces tests de bas niveau et ces tests de haut niveau. Ce n'est pas si grave. Justement parce qu'il y a un vrai gain de maintenance. On teste les choses 2 fois, est-ce que c'est si grave? Si derrière, ça nous permet d'avoir des tests qui nous donnent du feedback et de réussir à les maintenir pour un coût raisonnable, pas très grave si on a un peu de redondance. Et en vrai, entre nous, dans une bonne stratégie test, il n'y en a quand même pas beaucoup de redondance. Si on parle d'un test d'intégration, par définition, il ne doit pas tester le fonctionnel. Il vérifie juste que les composants entre eux, ça ne plante pas. Avant de vous présenter une checklist qui résume l'essentiel de cet épisode, que vous pouvez embarquer, utiliser directement, j'ai envie de vous demander, s'il vous plaît, de mettre un pouce vers le haut sur cet épisode si vous l'avez apprécié, de le partager également à d'autres personnes qui le trouveraient intéressant,
et de nous expliquer en commentaire ce que vous appréciez justement dans cet épisode. Et si jamais vous ne l'avez pas apprécié, on serait aussi très heureux que vous nous expliquiez pourquoi, pour qu'on puisse s'améliorer. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Un test de non-régression automatique en échec, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit c'est effectivement une régression, c'est la raison d'être d'un test de non-régression, et donc c'est le code de production qui est incriminé. Soit c'est un impact fonctionnel non anticipé, il aurait fallu mettre à jour le test, le cas de test, et on a zappé. Donc là on s'en rend compte, et la solution est donc de mettre à jour le cas de test. Ou enfin, c'est à cause de l'outillage, toute la machinerie qu'on a entre le cas de test et le code testé, le code de production. Allez, il peut se passer beaucoup de choses, et ça peut être du code même assez complexe. Il peut y avoir pas mal de problèmes à ce niveau-là aussi. Ensuite, il n'est pas toujours évident de déterminer si c'est une régression ou un changement de fonctionnel non anticipé. Eh bien finalement, la meilleure manière d'y répondre, c'est d'impliquer les experts métiers. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent comprendre les cas de test. En ce sens, une des meilleures approches possibles, ça va être tous les outils type Cucumber et compagnie, les outils de spécification exécutable qui vont permettre de rédiger les cas de test en langage pseudo-naturel et justement d'enclencher une démarche collaborative entre l'équipe, entre des experts techniques et des experts métiers. Maintenant, alors on l'avait déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais vraiment une bonne stratégie test, ce n'est pas, surtout pas, que des tests de haut niveau. Et très concrètement, si vous avez que des tests de haut niveau et pas de tests de bas niveau, type test unitaire, test d'intégration, vous allez forcément vous casser le nez tôt ou tard parce que vous allez vous retrouver face à des tests qui ne seront pas maintenables, qui seront trop chers à investiguer, à débugger, à maintenir. Et clairement, la conclusion sera, il faut arrêter les tests automatiques. Et enfin, le plus important, ce qui doit guider toute votre approche, toute votre stratégie et tous vos choix, c'est la maintenabilité. Quoi qu'il arrive, un test coûteux à maintenir finira à la poubelle. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc vraiment, votre couverture de test, elle passe d'abord avant tout par des tests petits, faciles à maintenir. Mais ça veut dire aussi que tout l'outillage que vous devrez mettre en place pour faire tourner ces tests automatiques, il ne faut pas lésiner sur l'effort qu'on met dessus. Cet outillage, il doit être bien fait, bien huilé et vraiment maintenable, avec des bons messages d'erreur qui permettent de débugger et de comprendre les choses très rapidement. Sur le sujet des tests de non-régression et en particulier des tests unitaires, je vous recommande vraiment cette vidéo avec Benoît Gantôme où on expliquait justement comment faire, comment éviter de toujours créer de nouvelles régressions avec le nouveau code et notamment via l'approche TDD qui mécaniquement impose la création des tests automatiques avec l'écriture du code de production. Je vous dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans!